Eh bien, bonjour à tous, je suis aujourd'hui dans le département de l'Hérault. J'ai fait une découverte très curieuse. Je suis au centre téléphonique des Aigues, donc, qui est sur la commune de Saint-Gély-du-Fesque. Et voilà, j'arrive d'un autre centre téléphonique, j'arrive de Clermont-Lérault que je viens d'immortaliser pour les archives. Et je vois une porte ouverte. Je me suis dit, tiens, c'est bizarre, il va y avoir des travaux, je ne sais pas. C'est pas tout à fait ça. Je suis tombé sur une sorte de musée de l'histoire des télécommunications et aussi postales d'ailleurs en partie, avec matériel, documentation assez extraordinaire. Je me suis tombé là-dessus, au centre téléphonique Les Aigues. Extraordinaire. Là, ça serait même encore mieux que Castelnaudary, qui était déjà quelque chose d'assez extraordinaire. Bon. Donc, je vais vous faire une visite. Alors, ce qu'il faut savoir, regardez ces boîtes aux lettres déjà. Rien que les boîtes aux lettres, les années 30, là, extraordinaire, art déco, les boîtes foulons, etc. Enfin bon, mais, oh là là, magnifique. Parce que régulièrement, donc les membres de l'association, qui sont des anciens de Télécom, se réunissent pour faire du tri, etc. Enfin bon, se réorganiser. Et aujourd'hui, ben, j'ai eu de la chance. Ils étaient là, j'ignorais totalement. J'ignorais totalement. Et voici ce que je découvre avec ces messieurs, n'est-ce pas, que je ne veux pas déranger. Pupitre manuel, pupitre d'essai et mesure, voilà. Collection de téléphones magnifique. Vraiment, ça a été la surprise pour moi, la surprise du jour. Ici, du matériel R6 et éventuellement Strogère aussi, oui. Sélecteur Strogère, je vois. Voilà. Oui, parce qu'ici, on était en zone R6, il faut le savoir, d'ailleurs, dans la région. C'était la province, c'était en R6, sauf Marseille, Nantes, enfin bon, il y avait 2-3 exceptions, mais... Alors, nous avons ici une petite section destinée au matériel des lignes. Donc du cuivre qui s'apprête à disparaître d'ici 2030. Et là, vous pouvez voir des bâtis gris, n'est-ce pas, en alignement. Ce sont les restes des, si j'ose dire, de l'autocommutateur CP400. Les Aigues. Là, nous avons des Telex. Là, nous avons des petits standards, des tableaux. Celui-là, il a quand même un cadran, voilà. Extraordinaire. Moi, je ne m'attendais pas à faire une vidéo aujourd'hui. BOPTT, etc. Bon. Standard, pupitre. Voilà, du matériel R6, un morceau d'autocommutateur R6. On a des vélos de postier. À ma droite, encore des Minitel. Téléphones un peu spéciaux, je crois que c'était un peu pour la SNCF, ça. Matériel de mesure de toute catégorie. Là encore les Telex, tout ce qui est machine Telex. Ça, je crois que c'était des compteuses, enfin ça, je sais plus, des pointeuses, comment ils appelaient ça là, je sais plus. La machine Girard, voilà, c'était la machine Girard, ça s'appelait. Ça servait, je sais plus trop à quoi ça. Extraordinaire. Ah vraiment,
des isolateurs, avec des petites maquettes de poteaux téléphoniques. J'avais jamais vu ça. Voilà, ça c'est du PABX en système CP400. CP quelque chose, CP100, CP25, CP... Bon. Les armoires, là aussi c'est voilà, sous-centre, avec les compteurs extraordinaires. Allez, voilà, regardez. Voilà. Une travée de CP400 d'origine qui a survécu. C'est très rare. Très très rare. Un Telic qui permet, un concentrateur de ligne en fait, Telic, qui avait de l'électronique hein, quand même. Hein. Ça c'est le système de sirène d'alarme, tous les mois, là, tous les mercredis. Cupidon, je vois. Machine DETT, voilà. Oh là là, ils ont sauvé des choses extraordinaires. Et un des membres de l'association, je crois même que c'est le président d'ailleurs, je sais pas trop en fait, me disait que le monsieur qui avait fondé cette association au départ travaillait au CRAT, c'est-à-dire au centre d'approvisionnement, hein, centre régional d'approvisionnement des télécommunications. Et donc le monsieur, pendant des années, voilà, il a sauvé tout ce qu'il a pu. Extraordinaire. Là, je vois même je vois des documents. Moi, quand je vois ça, je suis fou. C'est vrai que... Regardez, là. Ça montait haut, hein. Bon, les échelles ont été conservées, mais elles ont été mises en hauteur. Voilà, comme ça. Voilà, là, il y a un bulletin des PTT en super bêta. Hop. Ici, ils ont une collection de photos de toute la région. Ben, je comprends pourquoi j'en ai pas trouvé alors. En fait, c'était pour ça. Ça a été sauvé ici. Là, il y a appareil en double aussi. Bon. Alors, ce sont des documents qui viennent de rentrer dans l'association. Il y a des choses certainement intéressantes d'ailleurs. Après, il faut qu'ils trient, etc. Là, je vois des plans, des Télécom 2000, des revues très, voilà. Musée Istelpost. C'est l'association Istelpost. Je ne sais pas si je vous l'ai dit. Voilà. Ici, la Publiphonie. Avec la boîte pour taxiphone, puis plusieurs modèles, etc. Ah, je vois des plans aussi des documentations techniques de Publiphonie. Ben, je vois PF32, j'ai eu tant de mal à la trouver celle-là. Mais je l'ai trouvée l'an dernier à Angers, pour les archives. Ça c'était distributeur de télécartes ici. Là, le PF32 c'était le premier Publiphone à carte
installé en France en 84, je crois. Ici, des membres en pleine discussion. Alors je les ai un peu perturbés en fait, parce que sans le vouloir, parce que et là on a du postal, pas mal de postal, de petits bureaux de petits centres de tri, on va dire. Tiens, les timbres à l'époque de Pompidou, ça, je reconnais. Et oui, je suis né sous le magistère Pompidou. Moi, c'était déjà... Ça commence à dater. Ça commence à dater. Alors ça, c'était des poignées de cabines téléphoniques. J'en possède une d'ailleurs à titre personnel. Je l'avais trouvée, je ne sais plus où, il y a une quinzaine d'années. Bureau comptoir de l'association. Les tenues de postier. La bleu marine, je la trouve superbe. Avec les vrais vêtements encore en drap de laine, comme on n'en fait plus, parce qu'en France maintenant on ne sait plus faire d'habillement. Extraordinaire. Extraordinaire. Puis avec ça, moi, tu pouvais aller dans les campagnes en hiver, tu mourrais pas de froid. Hein. Et je vais refaire un tour quand même, parce qu'il faut profiter de... Faire en longitudinal, comme si c'était un énorme autocommutateur. Ah, il y a des choses là. Il y a des choses qu'on doit avoir aussi. Bon, il y a des superbes choses. Superbes articles. Alors comme le confiait d'ailleurs les membres de l'association, ben, ils cherchent des vocations et c'est vrai que dans la jeunesse, il y a fort peu de gens qui souhaitent s'investir et voilà. Et donc nos amis retraités, ils ont plus de 70 ans et voilà quoi. Donc qu'est-ce que ça va devenir tout ça? Bon, enfin, il faudra en discuter. Je vais faire comme ça aussi. Magnifique, franchement. Je sais pas s'il sera beau, mais enfin, disons que la matière déjà est belle. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ça qui compte. Je vais passer encore un peu
Je vais passer dans l'autre sens avant de conclure. Il faut regarder si elle est en poste là-haut, des péraldages qui nous intéresseraient. Productivité. Je sais pas. Du tout. Là-haut, c'est des doublons, des tritons. Hein, oui, mais il faut voir s'il n'y a pas quelque chose qui n'est pas sorti. Ah, tout ça, ce sont des papiers, ce que j'ai compris, des archives. Bon, forcément, il y a des choses que le groupe Orange doit posséder, mais d'autres non. Voilà, après, là, quand je vois ça, voilà, les photos diapos, c'est magnifique. Magnifique. C'est admirable. Voilà. Donc le fondateur, donc, qui a travaillé longtemps au CRAT, s'appelait, attendez, j'ai vu son nom. Je vais le retrouver. Je crois. Je l'ai vu, mais... Voilà, Gérard Roquefort, voilà. Voilà. C'est monsieur Roquefort. Magnifique. On filmerait pendant des heures, franchement. Puis même oui, non, mais même au niveau du télégraphe aussi, il y a des choses, effectivement, voilà, des choses magnifiques. Hein. Ouais. Ben, en fait, tout ça, Gérard Roquefort, celui qui a créé ce musée, oui. il était très intéressé par le télégraphe. Oui, je comprends. Il a sorti des ouvrages sur le télégraphe dans le Gard. J'ai vu en bas. Ouais. Et c'est dans sa foulée que moi, finalement, je me suis intéressé. Hein. Et puis jusqu'au moment où je lui ai dit, bon, mais tes tours, elles sont toujours en place. Bon, je les connais toutes, les tours de l'Hérault. Elles sont plus ou moins ruinées. Mais fait, bon. Ah ouais, il y en a une qui a été, dans l'Hérault, il y en a une qui est en service, c'est celle, enfin, qui a été reconstituée, c'est celle Saint-Bosile d'Acide. Et dans le Gard, il y a celle de Vérard, mais le plus intéressant, c'est si vous allez en Savoie, à Modane. Je ne suis pas allé à Modane, mais bon, en Savoie, au-dessus de Modane, il y a 3 tours. Ah ouais. Et les 3 sont en fonction. Ah ouais, d'accord. Ils les ont reconstitués, alors ça leur a coûté bonbon, hélicoptères et autres. Mais elles sont dans le virage, quand on descend de la Maurienne, qu'on attaque la montée vers le Mont-Cenis. Et dans le virage, elles sont donc à 3 km l'une de l'autre. D'accord. À 2000 mètres d'altitude. Et elles communiquent entre elles. Faut y aller, oui. Peut-être un jour j'irai. Ils vont communiquer entre elles. C'était le passage de la ligne de Turin. Hein. Ouais. C'est du Chap, hein, on est bien d'accord. Ouais. Alors, moi, vers chez moi, parce que je suis de Salon, à Lançon de Provence, il y avait un petit relais qui a été refait. Bon, enfin, il est petit, mais enfin, je suis allé le photographier et vous le trouvez sur le site Istel France. D'ailleurs, il avait pris la foudre, je crois, ou il avait été détruit par un coup de vache. Oui, mais c'était une maquette, oui. Il était petit, quoi. Enfin bon, c'était un truc. Bon. Aujourd'hui, quand on fait visiter, les gens ils nous disent, mais il n'y a pas moyen de faire communiquer de tout. J'ai pris des contacts avec Lunel-Viel. Mais il faut savoir aussi. À Lunel-Viel, le gars, il m'a dit, bon, d'abord qu'il faudrait raser quelques arbres. Ouais. Et puis, un relais, aujourd'hui, ça doit coûter à peu près 50 à 60 000 € pour le remettre en état. Donc, avec le système de bras articulés et tout. Oui. À Gard, ça a coûté 40 000 €, 20 000 de menuiserie et 20 000 quasiment de partie mécanique, même si ça a été fait par les UT de Nîmes. Tu t'es débrouillé avec les étudiants. Je me suis débrouillé avec les UT, mais il y a quand même eu la matière première, les enseignants, il a fallu un peu les défrayer, etc. Et puis il y a l'entretien, tous les ans il faut entretenir. D'ailleurs, on vient de venir que c'était plus l'association de Galargue qui voulait entretenir ça.
c'est un bâtiment communal, c'est à la mairie d'entretenir. Parce qu'en fait, ils nous subventionnent à hauteur de ce que nous coûte l'entretien. Oui. Si ce n'est que nous, on paye la TVA, alors que la mairie, elle paierait l'entreprise qui l'entretient hors taxe. Rien. Il faut le dresser, il faut remise en peinture. Le bois, oui, le bois, il faut le bondex, tout ça, enfin il faut le traiter régulièrement. Eh oui, sinon ça. En plus de ça, bon, il y a toujours des infiltrations. Même le, comment ça s'appelle, vous savez, le radom là en Bretagne. Ouais. Et tous les X années, tous les 5 ou 6 ans, je crois, il faut le repeindre, sinon les UV, ils boufferaient le... Il y a une espèce de peinture. Je l'ai visité, moi, le radom une fois, et j'avais fait un film de 8 minutes. Dans une espèce de pénombre, enfin c'était. Moi je suis grimpé jusque dans la tête d'émission. J'ai pris des espèces d'escaliers. J'étais seul à ce moment-là et ça fait bizarre. On a l'impression d'être. C'est-à-dire qu'on s'en rend compte qu'on est tout petit, qu'on n'est rien sur Terre en fait. Moi j'ai réalisé qu'on n'était rien sur Terre ce jour-là. Je vous assure. Je vous assure. En ce moment, vous avez un magnifique radome qui fait 120 mètres de long sur 50 mètres de large. Une tente gonflable, c'est là où il y avait la mobile, la raffinerie. Ils sont en train de nettoyer le sol. Ils dépolluent. Et ils ont fait une immense tente gonflable, elle fait 120 mètres de long sur 50 de large. Et elle se déplace. Ils ont déjà déplacé 12 fois, mais sans le démonter dessus. Tchouk, ah oui, ils font le... Ouais, ok. Et ils excavent à 4 mètres de profondeur. Ah oui. Mais là où il y avait les installations de raffinage, les camemberts, ils sont toujours là. C'est toujours des pots, des millions de mètres cubes de gasoil et des actes. C'est magnifique. 970 000 mètres cubes exactement. Je vais mettre comme ça. J'en aurais assez pour moi. Bon, j'ai pas trouvé encore. J'ose pas faire trop la chignole, une cube. Vraiment, c'est magnifique. Ouais. Scotché. Non, mais c'est une surprise pour moi. Ça, je connais. Alors, ce qu'on a peut-être du mal justement à trouver dans notre musée, c'est l'outillage. Là, on a quand même pas mal d'outillage dans ces vitrines. Il y en a là ou il y en a de l'autre côté. Et ça, ce sont des outils qui... Des outils pour les CP400 et les Phantom, vous avez pas ça? Ou des toupies pour ouvrir les câbles. On a récupéré quelques-unes il n'y a pas longtemps, un élévatoire qui servait à les frapper. Ça, c'est pour les télécoms, ça, c'est... Télégraphe, ça fait télégraphe. Avec les ondes. Là, on a des matériels, mais ça ne permet pas de faire une liaison optique. L'outillage optique, ça ressemble un peu à ça. Les boîtiers qui donnent qui piquent sur les fesses. Il y a des choses que je connais, il y a des choses que j'ai vu quand même des carrés après, plus récents. La section de carré. Ah oui, la pièce est très très belle. Des clés, la clé en molette. Oui, c'est vrai. Une tard. Forgé, des outils forgés. Ça, je ne connais pas. C'est une sonnette, qu'est-ce que c'est ça? Il y avait une sonnette. Peut-être une sonnerie. Je ne sais pas, je ne connais pas ce que c'est. C'est de sonnerie aussi. Polissage du contact. Il y a même des petites pauses aussi. Des pauses. Vous avez fait ma journée, ma semaine. Et vous avez eu la chance de trouver la porte ouverte. Oui, c'est-à-dire moi quand je dis ça, je dis tiens, il y a des travaux, on est en train de casser des trucs et tout encore. Même qu'il y a 2 mois, on arrive un peu à rentrer parce que le patron qui sévit sur Montpellier actuellement, le jour où il est venu là par hasard, je crois. Il a trouvé le portail grand ouvert, comme il est toujours grand ouvert d'ailleurs. Et il a piqué une colère, il a dit désormais ce portail, il faut se reformer à clé. Nous, on se fait le mardi, on n'a pas le temps. Oui, parce que ça, vous avez des sous-traitants qui font un peu des choses bizarres. Bon, bref. Il y a un peu par derrière, c'est l'Orion.
Mais il laisse tout couvert. Depuis, voilà. Bon, alors après, bon, le gars qui garde sa nacelle, justement, j'ai eu des contacts avec lui, enfin, j'ai fini par lui laisser un mot sur sa nacelle, il m'a recontacté, je lui ai dit, il faudrait une clé. Bon, on en a eu une, il y a 20 ans, mais c'était une pas la même serrure. Et donc, là, maintenant, on veut la clé, en attendant qu'ils nous mettent un portail électronique, ça, tu ne peux même pas parler, nous on revient. Oui, bah comme ça, oui, mais au moins, je veux dire, parce que toutes ces serrures, vous savez, normalement, en France, il devrait y avoir ou bien sur badge, ou bien sur clé électronique. Mais il y a encore plein d'endroits où c'est des clés pas normalisées. Alors chacun la sienne, c'est la bricard, c'est la machin, c'est la truc en T, c'est la... Voilà. Et donc, en Alsace, c'est comme ça. En Alsace, il y a des centres que j'ai pas pu faire. Oui, c'est ça. Alors que Gérard, il avait celle-là, ça c'est une clé sur le côté. Il y a plusieurs, voilà, il y a plein de normes qui sont... C'est quoi, tout à fait. Alors par rapport à la clé du portail, oui, non, mais bon... ça c'est une à la perche, bon, bien sûr, on peut falsifier. Personne n'acceptera le gouvernement. Ah, il ne faut pas les perdre au gouvernement. Il ne faut pas perdre. Voilà. Et d'ailleurs, alors oui, c'est vrai que c'est pour ça que la clé de la porte, c'est pour prendre le bois. Ah, vous avez des belles pièces, hein, c'est sûr que... Qu'est-ce qu'on peut dire de plus? Oui, alors après, bon, effectivement, je ne voulais pas ouvrir les arbres. Non, mais bon, oui. Il y a les annuaires, on les a depuis pratiquement de lui. Plaisir. Donc, deuxième mardi de juin, avant la pause estivale. Magnifique. Eh bien, il va falloir nous séparer, nous quitter. Nous allons devoir nous quitter. Et eh bien, écoutez, j'espère que ça plaira, cette vidéo. Voici parmi les Telex, différents modèles. Alors, les Sentra, style Sentra, là, le S100 ou le S200. Vous avez été amélioré. Ceux-là, moi je m'occupais du commercial à Narbonne, à la direction régionale. Pour Wellon et les PO. L'objectif, c'était d'en commercialiser 2 par an. J'y arrivais pas. Ah ouais. Enfin, mais bon, c'est pas moi qui les vendais, c'était les agences. Mais les agences de Perpignan et de Carcassonne, je crois qu'ils m'en ont commercialisé, dans le meilleur des cas, 1 par an. Enfin, bon, c'était un matériel hyper sophistiqué. Oui, ça permettait de... Alors que par contre, pour le Radiocom 2000, le téléphone, le premier Radiocom 2000 qu'on ait commercialisé dans l'ordre, il est allé chez un producteur de fruits et légumes. Ah ouais. Il se déplaçait à droite. Alors bon, on avait fait une grande manifestation pour fêter ça, et il nous avait expliqué qu'en fait sa femme lui téléphonait quand il était dans les champs, par rapport aux commandes qu'il recevait à la maison. Tac, tac. Voilà. Il préparait les... Il allait sur le terrain préparer directement les commandes. Magnifique. Alors j'ai trouvé de la documentation à Castelnaudary là-dessus. Je l'ai embarqué. Alors c'était pas celle-là, c'était dans un classeur. C'était dans un classeur. Ça c'est la doc du S5. Le TX20, on appelle la plaquette. Moi j'ai trouvé des choses, après vous savez j'oublie parce qu'il y en a tellement, je ramène tout, etc. Ça on n'a pas, manuel d'entretien, ça on les a pas. Mais c'est surtout dans les armoires, ce qu'on a, c'est toute la collection, c'est surtout les ouvrages de formation. Ah oui. Tout ce qu'a utilisé, notamment il y avait un centre de formation dans le 13e, au sud, à la porte de Choisy. Oui, je sais, oui, ça commençait par P, je crois, là. Oui, ça avait un nom. Je crois que ça n'existe plus maintenant, mais oui. J'en ai travaillé les barreaux, qui passaient toujours dedans. Ouais. Et donc, tous les ouvrages de formation, quasiment, on les a. Sur les matériels des années 80, soit des 15 et 80. C'est bien. Alors, moi, j'en ai trouvé pas mal, dans certains endroits, dans les centres. À chaque fois que j'en trouve, je ramène. Et après, on recompare. J'ai trouvé des choses sur le CP400, sur le Rotary, sur je sais pas quoi. Mais l'idéal, ce serait au moins d'avoir quelque part un inventaire détaillé et l'exemple
l'exhaustivité de tout ce qui a été édité. Oui, mais c'est-à-dire que nous-mêmes, on ne sait pas. C'est éparpillé. Voilà. Donc, moi, dès que je rentre des choses, je les ramène, on compare si on a, si on n'a pas, on garde le meilleur état, etc. Et, bon, et nous, c'est répertorié par contre. On répertorie tout. Alors que nous, bon, la FNAC nous pousse pour faire l'inventaire. Avec l'inventaire dedans, c'est pas fait. Aujourd'hui, on sait plus. Et puis aussi, bon, je peux dire, passer un certain âge, c'est quand même un truc de skier. Il faut remplir des fiches. Hein. Déjà, moi, je vais vous dire un truc. À un moment donné, Nicolas Guérin, parce que bon, il ne me l'a pas dit, attention, et je le dis publiquement, mais c'est enregistré, ce sera diffusé. À un moment donné, et parce que vous savez, il y a le devenir de la collection historique d'Orange, non mais elle sera sauvée, la collection, elle est en inventaire d'ailleurs. Et c'est en cours, là, ils ont trouvé pour. Donc ça sera sauvé. Mais à un moment donné, j'ai cru qu'il commençait à me regarder en se disant peut-être que M. Rizzo, on va le bombarder directeur de la collection historique un jour. Et moi je lui ai dit, attendez, j'ai dit ça aurait été bon il y a 20 ans. Parce que moi maintenant, parce que j'ai travaillé 17 ans sur l'échelle, j'ai de l'arthrose, ça ne se voit pas. Mais bon, et déjà je suis engagé dans une course de vitesse qui est de passer dans presque tous les centraux téléphoniques de France, récupérer, alors moi pas tellement le matériel, la vérité, hein, bon, sauf si c'est exceptionnel, mais enfin bon, documents, papier, tout photographié, évidemment, tout photographié, etc. Des fois, en Alsace, il y a un central, je ne sais plus lequel, j'ai trouvé un album de photos avec des chantiers, tout ça, CCL et tout, ça traînait dans des bureaux qui devaient être détruits en plus. Donc moi, ça, l'album photo, non, c'est pas en Alsace, c'est en Bretagne. Bretagne, pardon. C'est en Bretagne que j'ai trouvé ça. Et je l'ai embarqué. Je veux dire, bon, maintenant, il est aux archives, taxe. Voilà, tout un tas de bled et tout. Toutes les régions avaient des albums photos. C'est ça. Quand il y a eu les inondations à Nîmes qui ont fait des vingtaines de morts, le central natoire, il était sous l'eau. Pourtant, le central, enfin, quelques années après, je me suis occupé des services d'enseignement, mais j'étais au dernier étage, j'ai travaillé. Mais Natoire baignait dans l'eau, il y avait 2 mètres d'eau. Et on a des photos des événements, quand le parc est arrivé, dans quel état il a trouvé les installations de l'île. On a un album photo là-dessus. Bon, c'est pas ailleurs, ça ne pouvait pas être ailleurs qu'à la direction régionale. C'est-à-dire que le problème, c'est que les DR, quand elles ont été éclatées, la plupart n'ont pas. Il y a des DR. Il y a des directions qui ont transmis leurs photos aux archives. Donc celles-là, on les a. Mais par contre, voilà. On était sur place et ils nous les ont. Oui, non, mais c'est. En espérant que nous, on ferait suivre, mais bon. Oui, ben. Aujourd'hui, on ne sait plus faire suivre. On ne sait pas assurer l'arrêt. Non, non, mais. On n'a pas un seul jeune actif qui s'intéresse. Oui, non, mais ça, je vous dis ça, bon, je vous l'ai déjà dit, à un moment donné, au niveau documents et photographie, si vous voulez les transmettre, nous, la DNP, donc Orange, on récupère. Tout ça, c'est stocké, c'est inventorié, c'est. Immédiat, on va faire le ménage. Voilà. Hein. Dans la doc. Puis je vous enverrai le message. Et même dans la doc. Oui, dans la doc, parce qu'on n'a pas tout et on cherche aussi. On fait un tri derrière. C'est classique. Les annuaires, oui, on a la collection, on fait la collection d'annuaires. On en a quelques-uns qui datent du début. Les premiers annuaires de Montpellier ou autre, bon, ça c'est les annuaires de Montpellier. Les annuaires, on les a pas tous. Et on retenait la même page. Oui, mais c'est pas grave. Enfin voilà, écoutez, c'est magnifique. Ce qu'on récupère facilement, ce sont les BO. Parce que chaque fois, les bulletins officiels. Alors attention, parce que vous savez qu'il y a des BO qui étaient complets et d'autres qui n'étaient pas complets. Suivant les directions, il faut garder là où il y a les décorations et les pages ministérielles et tout ça. Vous savez, les suppléments, les annexes. Parce que on les... Le bleu, le bistre, le jaune, le vert. Et puis il y avait des pages qu'il n'y avait pas dans tous. Il faut faire attention, il y avait dans les directions. Là, on en a. Mais c'est souvent des anciens receveurs qui les ont collectionnés. Donc là, ils nous donnent leur collection qu'ils ont fait relire. J'ai travaillé dans une était passé à la postale. En fin d'année, ils envoyaient leur collection de VO. Il ne fallait pas qu'il en manque un. Pour les relier. Sur les doigts. Ah oui, pour les faire relire. Bien sûr. Quelques
pendant la période de la guerre, c'était un peu plus compliqué, mais fait on les avoir. Oui, mais moi je les ai réussi à les trouver d'ailleurs. Je les avais récupérés. Ceux de 41, 42, 40, 41, 42, 43, je les 44, je les ai vérifiés. Mais à Galard, on a aussi deux séries. Parce que en fait, c'est l'ancien receveur d'un village des environs, d'Ombé, qui a été receveur à Aigues-Mortes, qui avait gardé ces deux collections. Je vois que il fait des essais là. Ouais, il fait des essais, ouais, il a une armoire à son oreille. Très bien, très bien. Magnifique. Ah, les lectrices de microfiches aussi là-haut. Là. Ouais. Oui. Nous on en a aussi parce qu'on a des archives, des choses qui sont sur microfiches. Tout à fait. Les visionneuses, ouais, ça c'était. Ben, les renseignements, ils utilisaient ça. Moi. Voilà, alors les renseignements, j'ai trouvé dans un infrarépartiteur de. Je crois que c'est du Mans. Je termine la journée, j'avais fait 3 centres, j'étais par terre, il y avait des 25 et tout. J'étais sur les rotules, j'arrive à l'infra, j'ai dit c'est bon, je termine, je rentre à Paris. Et je vois une espèce de main d'enfer qui pesait une tonne. Et dedans, il y avait toutes les microfiches de la France. Et c'était l'année 82 ou 83. Ça devait être les tout derniers trucs. Bon, ça a encore duré quelques années. Moi, j'ai vécu la migration vers l'informatisation de ces renseignements. À l'époque, j'en ai été chargé. C'était en 80. Je crois que c'est 87, 88, par là. Oui, c'est par là. Mais là, c'était l'année 82, 83. J'ai fait 3 ans chez l'agence de Béziers. Et c'était en 93 et 94 qu'on a attaqué l'informatisation. Tardivement, là. Sachant que nous, on était une région un peu particulière. J'avais un centre de renseignement à Mende qui employait 50 personnes. J'ai pas fait. Alors, Mende, 50 personnes pour un centre de renseignement ou dans un département où il y avait quelques milliers d'abonnés. Mais en fait, on recevait le trafic de Paris. Voilà. Donc, ils connaissaient mieux l'avenue de la Grande Armée que les Parisiens. Parce que l'avenue de la Grande Armée, quand vous faisiez le 12 des secteurs, vous tombiez sur Mende. D'accord, oui, bah ça c'est pour délocaliser. Et après, pour équilibrer la charge de travail entre les centres d'enseignement de France, on se répartissait le trafic parisien. C'est comme ça qu'on a fait. Mais ça, c'était quand on s'est informatisé. Si vous avez informatisé. À toi de je m'amener. Ah, donc deuxième mardi de juin. Alors, soit vers le 10. Si tu as un problème, comme non, mais de toute façon, je vous envoie le mail. D'accord. Soit vers le 10. Bye bye. Super. Franchement, magnifique. Oui, puis après, ils ont fermé les centres de renseignement, les CRT parisiens, ils ont fermé vers 96. Ouais. Ben, c'est à ce moment-là qu'on s'est réparti le trafic. Voilà. Et moi, je leur disais, attendez, moi j'ai 40 personnes à Mende, je pourrais les faire travailler uniquement avec du trafic local. Donc ils nous fourguaient les arrondissements les uns après les autres. J'ai pas fait justement l'an dernier, je devais faire la Lozère, j'ai pas pu, j'ai fait d'autres. J'ai fait plein d'autres trucs. Non, mais la Lozère, il y a Mende, il y a 2 ou 3 centres. Il faut faire. Oui, voilà, je crois que c'est ça. Et il faut que je fasse. J'ai 2 ou 3 centres à faire, mais je vais les passer cette année de toute manière. J'ai à faire encore. Et puis, c'est le mardi de Pentecôte. Après, de toute manière, moi, normalement, alors je suis un peu bloqué en juin à Paris parce que je ferai des trucs en partance de Paris parce qu'ils doivent me changer les fenêtres dans notre immeuble. Alors c'est tout un merdier. Bon. Et donc je suis un peu bloqué à Paris. Donc je suis obligé de remonter début juin à Paris. Et après, je redescends. Et puis après, je vais faire des missions dans toute la France. Mais si vous avez après des choses, vous avez des doubles et tout, je pourrais passer, je me réorganise moi, en permanence de toute manière. Parce que je sais où je dois aller. Dans ma tête, je ne fais jamais trop de planning à l'avance parce que ça dépend de tellement de choses que... Non, mais j'ai encore... Ouais, voilà. Et puis, moi, aujourd'hui, normalement, je ne devais pas être là, et puis finalement, tac, je suis venu, et puis extraordinaire. Les collègues ne sont pas... Enfin, j'arrive à les faire revenir tous les deuxièmes mardis, c'est déjà pas mal, du moins, mais à part que j'ai eu des pépins de santé, je fais mes 80 km aller-retour, et je suis là.
Voilà, ouais, d'accord. Ouais. C'est ça, parce qu'après... Sauf le juillet-août. Juillet-août. À partir d'un certain âge, on commence à avoir des emmerdes et tout, puis alors se lancer dans des inventaires... c'est ce que je leur expliquais, parce que là, moi, j'ai eu des soucis eux-mêmes, mais aujourd'hui, à partir de 60 ans, ou 65 ans, on a toujours quelque chose. Oui, c'est vrai. On est une mécanique, c'est un peu comme une voiture, hein. Oui, il y a toujours quelque chose qui foire. Ou alors, c'est les docteurs, ils disent, après 60 ans, si on n'a mal nulle part, c'est qu'on est mort. Oui. C'est ce qu'ils disaient tout bim. Alors bon, et alors après ils vous disent, ben, vous l'entretenez ou vous l'entretenez pas. C'est pour ça que moi j'avais dit à M. Guérin, et je sais qu'il verra ce film, quand je sais qu'il commençait à me regarder pour l'histoire de la collection historique, non, j'aurais eu 30 ans, j'aurais accepté la vérité. Mais là j'en ai 53 maintenant, et demi. Et puis, bon, non mais c'est pas ça, c'est que j'ai dit... 10 ans. Oui, non mais d'accord, oui, non mais... Déjà, je vois le boulot que je fais, parce que depuis avril 21, j'en suis à 700, quasiment 750 reportages. Personne d'autre n'aurait fait ça. Ça, je mets n'importe qui au défi, personne d'autre n'aurait fait ce que j'ai fait. Ça, je le sais très bien, et ils le savent très bien. Mais moi, je l'ai fait parce que c'est l'histoire des PTT, et qu'après nous, je ne veux pas dire que c'est le déluge, mais bon, enfin, c'est-à-dire, c'est plus pareil, quoi. On est les derniers fonctionnaires de l'État, si c'est pas nous qui faisons le maximum, moi, je sais que je veux faire le maximum, mon maximum. Même si je vous dis, j'ai pas pu y participer parce que j'ai complètement zappé la réunion de téléphone, mais à l'Assemblée générale de la FNAC, il y avait 2 représentants d'Orange qui ont dit notre souci aujourd'hui, c'est d'intéresser le personnel en activité à l'histoire de l'entreprise. Alors après, non mais c'est-à-dire que après, le problème c'est qu'après si je commence à parler, si vous voulez, c'est pas ça, c'est que comment dirais-je, il y a une manière de s'y intéresser et je ne sais pas si c'est la bonne manière qu'ils utilisent pour intéresser les jeunes. Moi je vous dis franchement, bon, parce que je vois des choses. Bon. Mais moi je dis rien parce que je ne suis pas là pour ça, je fais un autre travail, moi je suis en situation d'urgence, je sauve ce qu'on peut et puis voilà. Sur Montpellier on a fait des portes ouvertes, on a fait des... Mais bon, les gens ils passent. Ah oui. À un moment, bon, dans toutes les villes, enfin Montpellier en particulier, il y a des forums des associations. Bon, on était présents au forum, mais bon on se retrouvait entre retraités, c'est tout. Les actifs ils ne viennent pas au forum des associations. J'essaye de vous prendre aussi. Et même les techniciens, je le disais tout à l'heure, les techniciens qui passent, ils voient la porte ouverte, ils rentrent. Voilà, c'est beau. Voilà. C'est beau, ça les surprend, ils papillonnent, tac, 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 ils y passent le quart d'heure, puis ils disent bon allez, je retourne. Alors donc après quand on leur dit mais vous pouvez continuer à vous y intéresser, on s'est réunis qu'une fois par mois, après ça se gère. Oui, c'est ça. Puis après, voilà, après on est dans un truc où les gens maintenant ils sont dans leur... Il y en a partout. Oui, des cabines, ça. Oui, mais ça c'est l'ancien modèle. On a le compteur intégré. Alors que là, le compteur... Mais il faut savoir que dans la région, il y en a beaucoup parce que, notamment les directions régionales en avaient. Parce qu'on avait des GDT comme on est une région d'activité saisonnière. L'été, on ouvrait des bureaux saisonniers, des algécos. On installait quelques algécos, on y mettait une dizaine de cabines, et après les compteurs de taxes. Et on employait des auxiliaires, des enfants d'agents, avec des compteurs de taxes. Et ça nous faisait de la publiphonie, bon, ça évitait de surcharger les publicums. Oui. Mais on se mettait à la sortie de copie, cher. Ça faisait un fou de ça. Donc on avait des batteries de 8 tableaux de gérante dans chacun des algécos. Et bon, toutes les stations de littoral, que ce soit la Grande Motte, Palavas, Cardon, jusqu'à Saint-Cyprien, oui, on avait, que ce soit... Sur la côte d'Azur c'était pareil, et même la côte bretonne et tout ça, enfin la côte atlantique et tout ça. Ça ou les remorques, 6 cabines sur une remorque. Et puis allez, on tirait la remorque au milieu quasiment sur la plage. Où on a eu un patron, un directeur régional, Cholet, moi je l'ai à peine connu, Cholet. François Cholet. Quand il est arrivé directeur régional à Montpellier... il était à Marseille à un moment donné. Il avait remplacé Scavenec.
André Scavenec, c'était les vieux directeurs, ça. Attention, les mecs, c'était des comme Scholer ça. arrivé à Montpellier, il est en visite sur le Lido, là, entre Sète et Agde. Il dit, je veux que d'une cabine, on voit la suivante. Ah ouais. Donc, sur le Lido, entre Sète et Agde, il y a... Je sais même pas s'il n'a pas été PDG de TDF, Scholer. Ouais, Il avait remplacé l'autre après l'affaire de la grue, parce que lui il était socialiste, Scholer. Il était socialiste et il avait remplacé M. Rémy, bon, qui était pour rien dans l'histoire de la grue, parce que moi l'histoire de la grue je la connais aussi, parce que enfin bref. Une cabine, il voulait voir l'autre. Donc ils ont installé une cabine tous les 200 mètres. Le problème c'est que la côte, là, la Méditerranée, on a beau dire, mais il n'y a pas de marée, mais il y a des années, il y a des tempêtes. Et puis une année, tout a été importé. Alors on les vidait l'hiver, on ne laissait pas le matériel dedans, on enlevait même l'habitacle. Mais il fallait réinstaller ça à la saison. Enfin, moi je travaillais plutôt côté Narbonne, donc on n'avait pas tout à fait les mêmes soucis, puis j'étais pas sous le coup de Scholer. Donc j'ai vu que vous avez, votre association, j'ai vu combien, 12 € la cotisation par an, c'est ça? J'ai cru voir 12 €. Les anciens c'est 10. Les anciennes de la Poste et d'Orange, c'est 10. Voilà, mais sinon c'est 12 € quoi. Bon, les externes, voilà, oui, 12 €. On a un externe à l'association, on lui fait payer 10 €. Oui. Bon, encore, cette année on lui a fait payer. Non mais je le dis parce que comme la vidéo je vais la mettre sur YouTube, bon, 10 €. Donc voilà, c'est l'histoire. Pour les personnels en activité ou retraités, c'est 10 €. J'aurais presque envie d'adhérer, je vais réfléchir. Non mais c'est vrai que... Tiens, parce qu'on doit être tombé à 11 ou 12 adhésions. Oh pétard, adhérent. Et encore une fois, moi avec les 76, je ne suis pas le plus jeune, mais presque. Le président d'honneur, donc le créateur, Gérard Roquefort, il a 97 ans. Et vivant. Il vient en voiture. Ah, super. Le mois dernier, il est venu ce mois-ci. Bon, comme il me dit, bon, si je ne me sens pas, je ne viens pas. Je pensais que c'était vous le président de l'association. Non, moi je suis que le secrétaire. Un secrétaire, d'accord, ok, non, mais c'est bon, c'est bon. Non, le président, c'était le plus redouillant. Et Roquefort, il est quoi alors? Honoraire, c'est ça? Il est président. Honoraire, voilà, il peut lâcher l'affaire. Non, là, il y avait le trésorier, on le compte, qui vous a accueilli tout à l'heure. Moi, je préfère rester secrétaire parce que je suis plus actif en tant que secrétaire qu'en tant que président. Oui, ben après... En général, dans les associations, j'ai été secrétaire de quantité d'associations, y compris sportives. Moi, je suis président d'une association, figurez-vous, oui, mais qui concerne le phonographe. Oui. Le président, il s'appuie sur son équipe. Enfin, moi, le président, je m'occupe du site internet, enfin, moi, je fais certains trucs. Voilà. J'ai donné. WordPress, parce que je commence à maîtriser à peu près WordPress depuis que j'ai mon site à moi sur Tino Rossi, je vous l'avais dit. Bon, il faut que je recrée mon site sur le téléphone. J'ai créé des sites internet dans le domaine du sport, du vélo. D'accord. J'ai créé des sites de comités départementaux ou régionaux. Super. J'ai donné. Bon, ça c'est fini. Ah non, c'est vrai que c'est quand même... Voilà. Or, on vous retrouve là-dessus, il y a plein de choses, hein, le poteau, les griffes, c'est extraordinaire. Tout ça. Et tout ça, ça disparaît en 2030. C'est quand même fou quand même. Dans la région, moi j'habite dans le Galar, je disais, en début d'année, Orange a publié le projet là, de bascule. Ouais. Alors la commune voisine d'Aubé, donc qui est à vol d'oiseau à 4 km de chez moi, depuis le 1er janvier de cette année, ils ne prennent plus d'abonnement numérique, d'abonnement RNIS. Oui. Depuis le début de 2027. Et à partir du 1er janvier 2026, ils basculent intégralement sur la fibre. Ah d'accord. Donc ils vont pouvoir commencer à désinstaller le réseau. Ah, mais il y a des endroits, sachant qu'ils sont rattachés, le central téléphonique, il est à Galargue. Donc il est à la sortie de ma commune, sur la route de la Chouette. Je ne l'ai pas fait. Donc OB, il démarre avec 3 ou 4 communes du Gard l'année prochaine. Pour l'instant, c'est des petites communes. OB, ça doit faire 2000, 3000 habitants. 2500 peut-être. Mais l'année suivante, parce que c'est toujours au 1er janvier qu'ils font la bascule, l'année suivante, ça s'étoffe, c'est une trentaine, une quarantaine de communes gardoises qui basculent. Et le même nombre dans l'Hérault.
Alors moi, au niveau du département du Gard, j'ai fait tous les centres téléphoniques où il y avait de la commutation, des autocommutateurs en service, je les ai tous faits. Et là où il était susceptible d'en rester, normalement, je les ai tous faits. Le plus proche, c'était plutôt Vauvert ou Émargues. Vauvert, je l'ai fait. 10 là-bas. Oui. Voilà, bon, enfin, moi, ça, le Vergès, il devait y avoir. Vergès. Parce que quand j'étais... Ça ne me dit rien, quand j'ai quitté la région, je me souviens que j'ai été recruté par Catalino sur la région d'Angers. Ou le 10-3. Et à Catalino, je lui avais dit, ah non, c'est quand je suis revenu que je voulais... c'est quand je suis revenu que je voulais... Vergès, c'est un central, soit c'est un CP400, éventuellement un E10 N3. Non, il y a un E10. Parce que moi j'ai été un des premiers abonnés sur le 10 de Vergès. Mais ça devait être un N3. J'en ai fait, mais pas tous. Mais bon, les N3, il n'y en a plus. Hein. Ça, on sait bon numéro sur le T13, sur le T12, sur le T12, mon numéro perso, on l'a pas par hasard. Ah, d'accord. Donc Catalino m'avait dit, tu te choisis ton numéro, mais tu es le premier que j'appelle. Bien sûr. J'en ai fait des trucs. Je suis allé à Limoux aussi. Enfin, bon, mais ça, c'est le 66. Bon, j'ai fait pas mal, mais bon. Alors, et là, ça fait partie justement des centres moins urgents que je venais faire, vous voyez, et je tombe là-dessus, c'est quand même extraordinaire. Enfin, pour moi, c'est... Nous, à la limite, notre souci, c'est surtout parfois de se faire oublier d'Orange, parce que, bon, ils sont prêts à vendre. Mais finalement, oui, non, mais s'il arrive quelque chose... Ce qui reste à côté, c'est à la vente. Hein. Le service immobilier me dit que c'est à la vente. Pour l'instant, on est locataire, on en rapporte plus que ce que leur rapporte la vente. Oui, bien sûr. Oui, non, il y avait 24 000 euros de loyer par an. S'il devait y avoir un problème, il a déjà dit ce qu'il faut faire. Et bon, donc, mais enfin, quand je vois que par exemple à 7, il y a un gros central près de la salle Brassens, et que. Non, mais je crois qu'ils ont tout bazardé là-bas. Oui, mais je ne crois pas qu'ils soient arrivés à le vendre encore. Et pourtant, c'est un grand bâtiment. C'est quoi, c'est Jean Guillard, c'est lequel? Alors là, je sais pas comment ça s'appelle. Là-bas, c'est peut-être Guillard. Je sais pas, parce que à côté de la salle Brassens. Il y a beaucoup de trucs qui ont été bazardés, je sais. Là-bas, du coup, je ne suis même pas allé à 7 ans. Je ne suis même pas allé voir parce que j'ai vu que c'était un peu devenu, enfin, vendu... C'est en limite d'un quartier malfamé. Non, mais ça, je m'en fous. Alors là, de la zone. Non, mais moi... Mais enfin, bon, c'est de centrale. Non, mais moi, je vais partout. Je suis fait les quartiers nord de Marseille, il m'est rien arrivé. J'ai fait plein de quartiers un peu bizarres. Après, il faut convertir un bâtiment comme ça. Moi, je me pointe comme ça avec la voiture, il m'est rien arrivé. Jusqu'à aujourd'hui, demain, on ne sait pas. Là, vous voyez, pour accéder, nous, on n'a que cette porte. Donc, à la limite, un artisan achète ça. Oui, c'est pas très... Bon, il faut qu'il ouvre. Voilà, il faut... Voilà. Et ouvrir dans du pré-contraint comme ça. Oui, en plus, on ne peut pas faire ce qu'on veut. Si c'est du pré-contraint, on ne peut pas faire ce qu'on veut. C'est ferraillé dans tous les sens. Ah ouais, c'était quand même du costaud. C'était assez soviétiforme, mais c'était solide. Il y avait un architecte. Non, justement, parce que moi, quand je l'ai vu, avant, j'ai regardé sur Google, je me suis dit, tiens, les images sont récentes, il n'est pas saccagé, c'est pas devenu une friterie ou je sais pas quoi, ou des habitations à la noire, là, comme ils font maintenant. Et je me suis dit, c'est encore la tronche d'un vrai centre. Mais vous me donnez l'idée. On va même faire payer Orange pour leur facturer des frais de gardiennage. Oui, bah c'est vrai qu'en plus, franchement... Ils nous fournissent... enfin, même l'électricité, on consomme rien parce que vous êtes là, on y est que la ventilation, c'est celle le groupe, c'est la ventilation du système d'à côté, du répartiteur d'à côté, et ils nous fournissent du 48 volts, on n'y pompe plus dessus. Et quand on a voulu commencer à démonter les baies, ils nous ont dit démontez, c'est ce que vous voulez, hein. Au contraire, même ça les a arrangés. Alors on a démonté quelques travées. Mais là, on s'est arrêté, parce que bon, vous amenez ça chez faire ailleurs, il va faire rien. Ouais. Mais c'est-à-dire que non, je vais vous dire un truc, il aurait fallu garder la machine intacte, parce qu'en plus, je crois bien que vous avez démonté les organes nobles qui devaient être là. Alors ça, alors... Les traducteurs et les enregistreurs, je pense qu'ils devaient être là. Mais ils les ont peut-être enlevés. Je pense ils les avaient peut-être enlevés avant de nous céder les bâtiments. Je sais pas.
Parce que derrière, il y a le répartiteur. Il faudrait voir avec... Il y a le petit répartiteur LS. C'est-à-dire qu'il s'il n'y a plus les noms décrits, sélecteur, NTR, je sais pas. Non, je pense que la partie la plus noble était dans le fond. Ah, peut-être, hein, voilà. Parce qu'après tout ça, c'est du matériel qu'on a récupéré ailleurs. Ah oui, oui, ça c'est sûr, ça peut pas être de... Bien sûr. Ouais. Mais et puis de monter ça, bon, même si on a gardé les échelles. Hein, oui, je vois, oui, mais voilà. Bon. C'est pas perdu, comme on dit. Mais rien que ça, c'est quand même magnifique. Tout ça, que ça ait survécu. Là, je vois toutes les cassettes en comment ça s'appelle là, la formation, là, oui. C'est les cassettes de formation de la DFPT. Ouais, c'était un système Sony, là, j'oublie le nom, là. Ça ne me revient pas. Des grosses cassettes. Umatic, voilà. Umatic, c'est ça. Voilà. Bon, écoutez, je vais arrêter de filmer. Voilà. Attendez, je vais arrêter. Attendez, hop. Je vais faire la petite sortie. Alors, attendez, parce que là, j'ai pas remis l'écran, donc je ne me vois pas. Voilà. Mais écoutez, j'espère que vous aurez aimé cette petite visite qui n'était pas prévue du tout dans ce musée. Voilà, c'est un authentique musée, un peu encombré, mais c'est plutôt bon signe, un musée qui est encombré. Parce qu'il y en a qui font des musées des fois avec pas grand chose, vous voyez, il y a des trucs, des fois, on n'en dira pas plus. Eh bien écoutez, à tantôt.